Déjà, bravo à vous tous. Et la question, c'était l'année dernière, vous deviez déposer certains des balises à certains points qui n'avaient pas été repérés déjà dans les océans sud. Donc je voulais savoir si vous aviez rempli votre mission. Et peut-être en reparler un petit peu de la mission. Alors effectivement, l'un des objets, l'une des missions de la longue route en tant qu'organisation, c'était de déposer des flotteurs Argo sur certains endroits qui ne sont pas définis. Hein. C'est des grands secteurs de 5 degrés sur 5 degrés. Le programme Argo, c'est un programme international sous l'égide de l'OMI, de l'OMS, alors l'Organisation maritime internationale, de l'UNESCO et de l'Organisation météorologique internationale. C'est un programme océanographique qui dure depuis une trentaine d'années, qui est prévu pour se dérouler encore pendant une quinzaine d'années, qui permet d'étudier les courants marins et la différence et comment essayer de voir les interactions qu'il y a entre la température, la salinité. Ça, c'était les critères de départ. Maintenant, avec les capteurs plus sensibles, la technologie a permis, les scientifiques ont permis de parvenir à étudier d'autres critères comme la teneur en métaux lourds, etc., dans l'eau de l'océan. Et donc, il y a en permanence 4000 à 4500 balises qui dérivent au milieu de l'océan comme ça, qui sont des balises qui s'immergent, donc elles flottent en surface, elles descendent à 100 mètres, puis à 200 mètres, elles remontent, elles envoient les données qu'elles ont collectées, et elles recommencent leur cycle comme ça sur une vingtaine de jours. Ce sont des balises. Le programme s'appelle la Argo. Le programme Argo est géré par un organisme au nom absolument imprononçable qui est basé à Brest, dans les locaux de l'Ifremer, et il est basé en France, il est géré en France par Ifremer. Et l'année dernière, nous avions 4 balises qui ont été déposées, donc 2 par France et 2 par Francis, qui ont été déposées dans l'océan. Et donc Francis va nous en parler. Les 4 balises fonctionnent. Oui, tout à fait. Donc, on a pris ces 4 balises ici. Alors, je vais te contredire un petit peu concernant la plongée des balises, parce qu'elles vont à 1000 et 2000 mètres, par 100 mètres. Hein. Voilà. Et donc, elles remontent et après, elles transmettent les informations par satellite. Alors, donc, Fanche les a larguées avant le cap de Bonne-Espérance. Et Ifremer nous avait donné des zones où il fallait donc les larguer. Mais à chaque fois, on était en contact. Il s'appelait Noé, il était là l'année dernière. Et pour qu'il nous dise exactement ce qu'il voulait, à quel endroit exactement qu'on la largue. Et donc à chaque fois, on a échangé comme ça par mail. Et donc moi j'en ai libéré une, pareil, pas très loin du Cap de Bonne-Espérance. Et la deuxième, ça a été entre le Madagascar et puis Cap de Bonne-Espérance, donc dans l'océan Indien. Et à chaque fois qu'on larguait une balise, on envoyait un mail donc à Ifremer pour indiquer la vitesse du bateau, la position exacte. Et il faut savoir que toutes ces balises, de toute façon, il suffit d'aller sur leur site et on connaît la traçabilité de ces balises. Donc elles ont toutes fonctionné sans problème. Mais il faut savoir que c'est des balises qui font 25 kg, qui font 1,20 m. Donc quand on les larguait, il fallait quand même que ça soit un temps qui soit relativement calme, parce que c'était quand même un peu sportif à l'arrière du bateau et pour aller jeter ces balises. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, alors, je me suis aussi trompé. En fait, on avait 5 balises. La 5e a été confiée à Jérôme. Et Jérôme l'a larguée vers les Açores, de mémoire, c'est ça. Voilà. Et les 5 balises fonctionnent. On a eu confirmation ensuite par Ifremer qui nous a informé que les 5 balises fonctionnaient parfaitement et transmettaient parfaitement. Si vous voulez suivre les balises, vous allez sur www.argo.net et vous allez tomber sur le site où on peut visualiser toutes les balises et avoir balise par balise leurs derniers relevés qui sont disponibles pour la totalité de la communauté scientifique ou du public que nous sommes tous. Juste, Bruno avait commencé à poser une question. Est-ce que vous avez
trouvé ce que vous avez, oui, trouvé ce que vous cherchiez, ou est-ce que vous avez trouvé autre chose que vous cherchiez? D'un côté un peu plus peut-être philosophique ou spirituel, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre ou pas? Bah oui, enfin moi j'ai trouvé ce que je cherchais. Enfin, quand on rêve, parce qu'au départ c'est quand même forcément un rêve, je crois que c'est un rêve pour tout le monde, enfin tous les marins qui sont là ont commencé par rêver de ce voyage et ensuite ont essayé de le réaliser. Donc évidemment la réalité n'est jamais comme ce qu'on peut rêver, mais néanmoins, enfin, la forme de satisfaction que je recherchais dans le fait de faire ce voyage, je l'ai trouvé, oui. Une autre action? Manu, Andrea, Guimaï? Non, Manu? Voilà, moi je crois que c'est assez compliqué en fait à exprimer. La vraie question, c'est peut-être est-ce qu'on sait ce qu'on va chercher? Peut-être, je crois qu'on peut avoir trouvé quelque chose et l'avoir trouvé, mais sans savoir peut-être ce que c'est aussi. Hein. Donc je crois que c'est assez compliqué à exprimer. Mais moi j'ai le sentiment d'être parti en cherchant quelque chose sans savoir trop quoi et de l'avoir trouvé, mais je sais pas ce que c'est. Sì, è molto complicato da dire sia cosa si cercava prima, sia che cosa si sia trovato. Io posso riassumere in una parola che forse esprime correttamente tutto quanto, che è consapevolezza. Cioè è aumentata tantissimo la mia consapevolezza personale delle cose, della realtà, degli altri, delle relazioni, dell'amicizia. Sembrano frasi banali, ma non lo sono. Cioè, prima una persona che arriva intorno ai 50 anni come me ha comunque delle vaghe idee che un'esperienza come questa invece ha consolidato. Alors, c'est un peu ce que Manu a dit au départ, que c'est difficile de dire exactement ce qu'on partait chercher et exactement ce qu'on a trouvé, mais moi j'ai la sensation que ça se résume en un mot, qui est évidemment un mot compliqué, conscience. Conscient. La parola? Ouais. Consapevolezza. Coscienza. Ouais, c'est ça, c'est conscience. Ouais. C'est une conscience un peu plus grande à tous les niveaux de ce qui se passe autour de nous, de l'amitié, de toutes ces choses-là. Mais après, voilà, on le résume en un mot parce qu'on ne peut pas l'expliquer mieux que ça. Oui, bonjour, je m'excuse de poser une question qui sort un peu de l'argument principal, mais je suis personnellement très curieuse de savoir, de poser cette question à Francis. Je voulais savoir son chat, comment il l'a vécu, comment ça s'est passé, pourquoi il l'a amené, comment c'était le retour, est-ce qu'il a jamais eu peur, parce que voilà, je suis extrêmement curieuse. Oui, finalement, on s'intéresse plus au chat qu'au skipper, mais c'est pas grave. J'étais parti en 2015 faire un tour du monde classique et déjà je voulais le faire avec un chat. Et j'ai pas eu l'occasion de récupérer un chat. Et celui-ci, je l'ai eu tout petit. Donc je l'ai habitué dès le départ à naviguer. Et pendant toute la préparation du bateau, il était avec moi. Donc le bateau, c'était son milieu. Donc il a très bien vécu, forcément, il ne parle pas, mais Dieu sait si on a pu échanger pendant des mois. Et il a très bien supporté, il n'a jamais été attaché sur le bateau. C'est-à-dire qu'il connaissait les limites, il savait que quand ça allait mal dehors, il se cachait, disons qu'il avait plein de plans comme tous les chats. Ou parfois, c'est une image que je cite souvent, il se couchait dans le carré et il se laissait complètement glisser sur le plancher. C'était son plaisir. Il avait des balles, il jouait avec sa balle et pourtant, des fois, ça remuait dans tous les sens, mais il retrouvait toujours son équilibre. On dit qu'un chat, ça retombe toujours sur ses pattes, mais c'était impressionnant. Hein.
Non, le seul défaut qu'il a eu, c'est que ses pattes arrière se sont écartées, puisqu'un chat, il a les pattes parallèles, bien sûr, mais là, il a fallu qu'il cherche son équilibre en permanence, et donc il a les pattes qui sont légèrement écartées. Mais on a été voir le veto depuis, et tout va bien, hein. Il a pris du poids, le check-up était parfait. Non, il a très bien vécu. Et puis, évidemment, j'ai pas vécu tout à fait le périple en solitaire. J'avais mon chat. Et ça a été vraiment une aide quand même importante. Moi, j'ai pas souffert de solitude. J'ai toujours, évidemment, il y avait la communication, il y avait mon chat, il y avait tout ça. Et on a vraiment vécu ensemble un périple assez extraordinaire. Voilà. Oui, bonjour. J'ai passé 35 ans dans la marine marchande. À ce que vous venez de raconter, j'ai trouvé pas mal de similitudes du côté de la grandeur de la mer avec les baleines, les albatros et leur côté majestueux, la fusion qu'on peut avoir dans le mauvais temps avec la mer. Mais nous, à bord, on avait une crainte quand même vis-à-vis des plaisanciers, un respect pour ce que vous faites, parce qu'il y a quand même une certaine performance physique et morale, mais une crainte parce qu'il n'y a pas de veille permanente en général. Et puis, je ne parle pas de vous particulièrement, mais on en a rencontré pas mal qui naviguaient un petit peu dans l'inconscience. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez des cargos de la marine marchande et des équipages qui sont dessus. Qui ose répondre? Ah ben alors là, ça c'est un bon sujet, tiens. Moi je veux bien répondre parce que j'entends toujours autour de moi des plaisanciers, célèbres ou pas célèbres, qui critiquent le cargo. Je regrette, je navigue depuis 45 ans exactement, peut-être même un peu plus. Je n'ai jamais eu un problème avec un cargo. À partir du moment où on respecte les règles, ils les respectent aussi. C'est-à-dire que quand on voit un cargo, on le regarde, on estime sa position, sa direction surtout, et on estime sa vitesse. Et maintenant, c'est très facile avec un AIS, il n'y a plus de problème. Avant, c'était un peu plus difficile, mais en faisant un relèvement, c'était relativement facile. Et à partir du moment où on connaît la direction du cargo, on sait ce qu'on doit faire, et généralement, très généralement, dans mon cas toujours, j'ai jamais eu un cargo qui m'a refusé la priorité. Jamais. Il y en a qui sont passés très près, mais ils le faisaient volontairement, et je savais qu'ils le faisaient volontairement, c'était pour venir me voir, etc. Ça, je parle d'il y a longtemps, quand on n'avait pas de moyens de communication, que la VHF, voilà. Mais jamais eu de problème avec un cargo. Il y a plus forte raison maintenant. J'ai discuté maintenant avec des capitaines de marine marchande qui me disent lorsqu'on détecte un AIS à 10 000, on met 2 degrés à droite ou à gauche, et puis c'est tout, ça se passe. Là, pendant toutes les navigations que je fais maintenant, je ne vois pratiquement plus les cargos, je ne les vois plus, parce qu'ils passent pratiquement à plus de 10 000. La nuit, je vois leur feu. De jour, je ne les vois pas. Ou alors, c'est le radar qui va les détecter, ou mon propre AIS qui les détecte. Mais à l'œil nu, je ne les vois plus, parce qu'ils passent très loin. Alors, ça arrive peut-être, mais quand il y a la collision, elle est souvent pratiquement recherchée et vraiment accidentelle. Il y a des réactions, mais vous avez 6 officiers de marine marchande ici sur le plateau quand même, donc voilà, faut pondérer un petit peu. Pierrot. Je crois que oui. Moi, je voulais juste dire quelque chose. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé dans la longue route, là, mais ça m'est arrivé à une autre époque, dans une autre navigation. Et j'avais fait naufrage au milieu de l'Atlantique et j'ai été récupéré par un cargo. Et suite à ce naufrage, donc j'ai passé 15 jours à bord du cargo et j'ai passé beaucoup de temps sur la timonerie avec l'équipage et j'ai découvert, parce que pour moi, justement pour moi, en tant que plaisancier,
le monde de la marine marchande, c'était un autre monde. Et en fait, en côtoyant l'équipage, en discutant avec le capitaine, je me suis aperçu que c'était des marins et que c'était des gens qui connaissaient la mer et qu'au fond, c'était la même chose, sauf que c'est des supports différents. Mais c'est la même chose, en fait. Et ça a complètement changé mon rapport aux navires de commerce que je peux croiser au cours des navigations. Okay, merci. Oui, alors moi je voudrais parler de ces problèmes de rencontre et de veille, certainement sur les cargos, effectivement. Par contre, sur les bateaux de pêche, c'est un danger permanent. Ce sont dans certaines zones géographiques, ils pêchent dans les zones interdites, donc ils n'ont plus de repères. L'AIS est débranché. Et j'ai eu, moi, comme traversée entre les Panama et les Marquises, j'ai eu en pleine nuit un bateau-usine japonais qui arrivait droit sur moi, que j'ai contacté plus d'une heure avant parce qu'il y avait une très bonne visibilité, qui n'a jamais répondu, jusqu'à temps que je sois à 10 minutes de lui, où je lui ai balancé un projecteur aviation donc, en pleine passerelle, qui a réveillé le timonier, qui a fait un grand écart. Mais j'ai eu également sur les côtes chiliennes, sur les côtes argentines, sur le sud du Brésil, toujours des problèmes avec les bateaux de pêche. Jamais avec les cargos, j'en ai frôlé quelques-uns qui ne répondaient pas non plus à la VHF, mais il n'y a jamais je ne pense pas que c'était volontaire. Par contre, avec ces bateaux qui peuvent de différentes tailles, et je vous dis, les bateaux usines, c'est quand même imposant, c'est un réel danger pour moi. Voilà. Oui, c'est hélas assez courant. Moi j'ai eu le même problème. Gilles a rencontré le même bateau que j'avais déjà rencontré il y a une vingtaine d'années dans l'Atlantique. Bateau de pêche illégal, on le sait, on le connaît, il est identifié, il est référencé par les Coast Guard, mais il n'accoste jamais, il reste dans les eaux internationales et il n'accoste jamais dans les eaux d'un pays où il sait qu'il aura des soucis. Donc il fréquente uniquement des territoires exotiques, on va dire. Et effectivement, il pêche n'importe quoi et il se comporte n'importe comment. Je veux dire, moi, il est venu mouiller des filets devant moi à 200 mètres de mon étrave parce qu'il devait, je suppose, y avoir un banc de poissons à cet endroit-là. Moi, j'étais sous speed tangonais en train de traverser. Ça ne s'appelle pas comme ça. Et il a fallu manœuvrer en catastrophe mieux qu'en régate pour éviter une collision qui, je suppose, ne lui aurait occasionné à lui aucun dégât. À côté de ça, pour en revenir au côté cargo, moi c'est vrai que j'ai eu aussi un jour un équipier qui était malade et il a fallu que je demande une consultation radio-maritime. À l'époque, on n'avait pas de système Iridium ni de système satellitaire, ça se passait tout par radio. Évidemment, je n'avais qu'une VHF, donc quand on est en plein milieu de l'Atlantique, ça porte pas très loin. Et donc j'ai demandé un relais à un cargo qui passait par là, que je ne connaissais pas, que je voyais juste là-bas à l'horizon. De faire le relais, il a fait le relais et le temps que j'explique, qu'on retransmette au service médical et qu'on ait la réponse, le cargo il était à côté de nous, à 100 mètres à côté de nous, à vitesse parallèle, route parallèle, vitesse identique, prêt à récupérer mon équipier s'il y avait besoin. Voilà, la solidarité des gens de mer, c'est aussi ça, il n'y a pas eu besoin d'intervention, donc il a repris sa route, mais la solidarité des gens de mer, ça joue. Et effectivement, c'est pas avec les cargos qu'on a des problèmes, et j'espère que les cargos n'ont pas de problème avec les voiliers. Là-dessus, notre intervention, non, pas d'autres témoignages. Oui. Tout d'abord, bravo à tous. Vous êtes en quelque sorte les ambassadeurs des océans. Est-ce que vous pourriez nous faire part de l'état des océans et de vos prises de conscience par rapport à l'état des océans? Enfin, si vous souhaitez partager vos avis personnels par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Tout à l'heure, vous avez parlé des filets qui entravaient votre bateau. Dernièrement, il y a toute une famille de cachalots qui est morte de la même manière, en fait. Donc, voilà. Quel est votre avis? Quelles sont vos pensées par rapport a ce qui se passe actuellement? Allora, non avendo un'esperienza del passato, non posso dire di aver visto delle cose catastrofiche. Il mare mi è sembrato sempre molto pulito, di sicuro questo in pieno oceano, sotto costa meno, all'andata soprattutto. Alors moi je peux pas dire d'avoir remarqué des choses catastrophiques parce que je connaissais pas, enfin j'ai pas vu l'état de l'océan avant. Mais
Par contre, et j'ai toujours trouvé l'océan très propre et voilà, j'ai pas vu ces genres de choses. Par contre, d'avoir lu des témoignages d'avant, là je me suis bien rendu compte qu'il y a beaucoup moins de faune, que ce soit au-dessus de la mer ou en dessous de la mer, qu'avant. Et en particulier de l'équateur jusqu'à l'Afrique du Sud, là par contre j'ai rien vu du tout, quoi. Il y avait vraiment rien. C'est vrai que l'Atlantique Sud est un grand désert, surtout par rapport à l'Atlantique Nord, qui est beaucoup plus peuplé. Et ça, c'était le cas avant. Mais par contre, moi, lors de mes dernières traversées, c'est pas si récent que ça, mais lors de mes dernières traversées, j'ai bien trouvé qu'il y avait beaucoup plus de saleté que longtemps auparavant. Comment donner un chiffre? Je veux dire, ma première transat, on a dû voir un déchet pendant toute la transat. Ma dernière transat, on a vu 10 déchets par jour. Voilà. Depuis le sac plastique jusqu'au container tombé d'un porte-container. D'autres réactions? Alain? Oui, bah sur de nombreuses transats, en particulier les 3 dernières, on a constaté qu'on voit de moins en moins d'animaux. Les dauphins, la dernière transat, on n'a strictement rien vu. La dernière transat Antilles-France, on n'a strictement rien vu, pas un seul poisson, on n'a rien pêché, on n'a pas vu un seul dauphin, pas vu une seule baleine, pas vu un seul... rien à voir. Les oiseaux, oui, ça oui. Mais la faune marine, pour moi, elle a pratiquement disparu. Les déchets, il n'y en a pas vu beaucoup. Par contre, une très grande recrudescence une très grande recrudescence des sargasses, oui, ça beaucoup, très nord, et des méduses. Et chaque fois qu'on fait un point, maintenant depuis 3 ans, au point de midi, on marque toujours la température de l'eau. Et depuis 3 ans, ça c'est sur mon livre de bord, c'est écrit, depuis 3 ans, là cette année j'ai regardé, on a une augmentation de température de l'eau en passant aux mêmes endroits, parce que c'est facile de savoir qu'on passe au même endroit, une température de 1,5 degré, minimum 1,5 degré d'augmentation de température de l'eau. Voilà. On avait une autre question. Oui, c'était sur le choix de votre pilote automatique, parce que comme les anneaux solitaires, c'est une chose qui est très importante, et puis la fiabilité aussi. Je vais dégrossir le sujet. Il y a 2 types de pilotes automatiques. Il y a ceux qui sont dirigés par le vent, qu'on appelle un régulateur d'allure, et il y a ceux qui sont dirigés par un compas électronique, qu'on appelle un pilote automatique électronique. Le premier ne consomme pas d'électricité, le second en consomme un petit peu. On peut en parler. Oui, bon, pour répondre à la question, donc effectivement, moi je n'ai pas choisi de régulateur parce que j'ai un bateau large et qui répondra pas très bien en vent portant au régulateur. Donc j'ai préféré prendre un pilote automatique avec un pilote que j'avais. J'ai monté un pilote automatique de secours avec des moteurs électriques GFA comme utilisent les coureurs actuellement, qui consomment très peu d'énergie, et un panneau solaire suffit à gérer un pilote automatique comme celui-ci. Et on peut donc on peut le régler soit en régulateur d'allure avec la girouette, soit en pilote au compas, et donc on a une plus grande précision du voilà. L'inconvénient, c'est qu'avec les mers du Sud qui tapent, régulièrement j'ai 2 safrans, j'ai réussi à dessouder la plaque de support de mon pilote automatique principal, et ça c'est à prendre en compte éventuellement. I think the wind vane is the most important one. Everybody has their own favourite wind vane, but they're all pretty good, all the modern ones. Electronic wind pilots or electronic steering is not a good idea. Tony disait que lui, en ce qui le concerne, et je suis complètement sur la même idée, il préférait naviguer avec un régulateur d'allure et non pas avec un pilote électrique. Et donc moi j'ai fait tout le tour du monde avec un régulateur d'allure qui pose un certain nombre de problèmes, parce que comme ça fonctionne avec le vent apparent,
quand le bateau fait des grosses accélérations, ce qui est le cas quand il navigue par vent fort et par mer formée. Il part en surf et donc le vent apparent change beaucoup. Et quand le bateau arrive en fin de surf, le vent apparent change à nouveau et le bateau se retrouve souvent fausse panne, voire en panne. Et donc ça demande de régler la voilure de façon à ce que le bateau n'aille pas trop vite. Je pense qu'un régulateur d'allure, de toute façon, il faut toujours légèrement sous-toiler le bateau. Parce que quand le bateau marche à fond, il a du mal à contrôler la trajectoire. C'est-à-dire que le bateau va vite, mais il fait beaucoup de lacets. À ce moment-là, ce qu'on a gagné en vitesse, on va le perdre en chemin parcouru, donc ça ne sert à rien. Et donc, il faut naviguer un petit peu sous-toilé. Et à ce moment-là, en ce qui me concerne, dans mon expérience, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de marins qui ont fait la longue route et qui ont eu des gros soucis avec leur régulateur d'allure, donc là, je parle juste de mon expérience. Mon régulateur a fait tout le tour et avant il avait fait plus de 30 000 milles, donc en ce qui me concerne je considère que c'est fiable, mais on ne navigue pas pareil, quoi. Il faut naviguer, il faut avoir une voilure très très équilibrée et légèrement sous-toilée par rapport à ce qu'on peut faire avec un barreur et un équipage par exemple. Mais sur un long trajet comme la longue route, je pense que c'est plutôt bien parce que ça fait que le bateau souffre moins et donc ça lui permet de tenir la distance. Et ça, c'est important aussi. Donc parmi vous, il y a ceux qui ont accompli leur longue route et il y a ceux qui vont partir là cette année. Donc je voulais savoir si ça changeait au récit, à l'écoute des récits des vagabonds qui arrivent, si ça change la préparation au niveau, si ça vous booste pour partir ou si ça freine, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on accueille ses collègues. Merci, superbe transition. Samir qui va partir cette année donc avec le seul bateau en bois classique. Donc bonjour. Je suis là aujourd'hui, en fin de compte, pour rencontrer mes potes, là, qui ont fait le tour, avec tous les conseils. Et surtout, j'avais rendez-vous avec Pierre-André, pour qu'il m'explique pas mal de choses là-dessus. Et donc, leur expérience peut que servir pour les prochains qui partent. Voilà. Oui, bien sûr, l'expérience des anciens, qui sont des anciens d'un an, par rapport à l'expérience que l'on va vivre, c'est toujours intéressant. Ça permet non pas de faire des choix, parce qu'ils sont trop tard, c'est trop tard. Maintenant, on est déjà engagé dans des choix techniques, notamment, mais ça permet d'affiner ou de sécuriser justement certains choix que l'on a fait. On a eu également la chance, je dirais, pas la chance par rapport au départ qu'on aurait voulu faire en 2018, mais de bénéficier également des retours de la GGR, sur leur matériel justement embarqué, sur l'approvisionnement aussi, parce que c'est pour la plupart d'entre nous, on a déjà fait pas mal de traversées, mais 7 mois on n'avait jamais fait. Personnellement, moi c'était 6 semaines maximum en solo, là c'est la taille au-dessus, et ces conseils sont précieux, mais je vous dis, ce n'est pas fondamental, ça n'aurait pas en cause un départ ou un non-départ ou certaines craintes. C'est plutôt sécurisant dans la mesure où on va perfectionner certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé obligatoirement. Voilà. Je crois que la préparation, oui, la préparation va en être modifiée et effectivement, on va faire attention à des points auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Moi, je vais m'équiper de deux ou trois meuleuses d'angle sur batterie, ouais, par exemple, parce que voilà. On ne sait jamais. Et j'espère ne pas avoir à m'en servir. Samir ? Donc je voulais rajouter quelque chose, c'est que parmi les concurrents, il y en a qui sont revenus et qui voilà. Et donc ils ont partagé en fin de compte leur matériel pour qu'on puisse partir. J'ai eu la chance d'avoir la trousse de pharmacie de Jérôme qui m'a contacté pour me dire si j'étais toujours ok pour partir et qui m'a offert la pharmacie et qui nous a vendu aussi des plats lyophilisés qu'il n'a pas mangé à un prix vraiment dérisoire. Donc merci. Jérôme, le meilleur sponsor que nous ayons eu, Samir et moi, oui. On peut également passer la parole à Arnaud, là, qui va partir qui s'est inscrit sur la GGR 2022. Donc, tu peux donner un peu
tes impressions par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc je suis Arnaud Guest, inscrit à la GGR Golden Globe Race 2022 sur un petit voilier 33 pieds avec quille longue. Voilà, donc c'est dans 3 ans. Et pour moi c'est très intéressant d'entendre toutes les expériences. Alors moi j'ai envie de poser plein de questions techniques et très ennuyeuses, donc je ne vais pas les poser tout de suite. C'est quoi la marque de votre anti-fouling? Non, donc je pars avec mon propre voilier, c'est mon voilier habituel, et qui correspond aux critères de la Golden Globe Race. J'aurais bien aimé partir avec la longue route, mais bon, j'étais trop en retard, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Toutes les expériences sont intéressantes, et surtout, bon, il y a les cas qu'on admire, sur lesquels on a envie de faire pareil, mais surtout celles où il y a des erreurs, où il y a ce qu'on vaguement on pourrait appeler des ratés, mais en fait c'est pas forcément des ratés, ce sont des expériences uniques et très intéressantes. Donc voilà, moi c'est dans 1000 jours, mon départ. Je compte en jours, c'est plus simple. Et du coup, j'ai pas beaucoup de temps à perdre. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je veux bien répondre à ce jeune homme parce que il a dit un truc qui m'a interpellé, c'est-à-dire qu'il part avec le bateau son bateau avec lequel il a l'habitude de naviguer. Je suis parti moi sur la longue route avec un bateau sur lequel j'ai l'habitude de naviguer depuis 14 ans sur ce bateau. Alors le conseil que je peux te donner, c'est tu considères que c'est un nouveau bateau et que tu revois le bateau de A à Z, et même avec Z prime, parce que y a des trucs qui ne vont pas marcher, qui ont toujours marché, qui marchent sur ton bateau, qui marchaient sur le mien depuis 14 ans, et qui là, au bout de 3 semaines, m'ont lâché. Voilà, donc il faut, là on part, tu pars avec pour longtemps, et il faut vraiment réviser ton bateau de A jusqu'à Z à fond. C'est-à-dire les 1000 jours qui te restent, ils seront bien occupés. Et voilà, moi j'ai pas de conseils spécifiques à te donner, sinon que peut-être de profiter au mieux justement de ce week-end et de tous les copains qui sont là, peut-être pour discuter. Souvent les choses jaillissent et voilà, je pense que c'est très bien que tu sois là, et je crois que tout le monde est là et tout le monde te répondra avec plaisir ou discutera avec toi avec plaisir. Voilà. Oui, alors là je suis complètement d'accord avec Alain pour dire qu'il faut que le bateau soit remis à neuf complètement. Ça c'est vraiment essentiel. Je veux juste dire un mot sur la navigation astronomique, parce qu'au GGR on est obligé de faire le tour du monde juste avec un sextant et une montre et un lock. Et moi j'avais l'intention de faire la longue route comme ça, mais j'avais quand même, puisque j'étais pas limité par un règlement, j'avais pris quand même un GPS portable au cas où. Et ce GPS portable, je l'ai utilisé dans les hautes latitudes parfois parce que les conditions de mer sont parfois très difficiles. Et pour descendre le soleil, pour faire le point, c'est parfois très sportif. Pour moi, c'est un des trucs les plus sportifs parce que ça demande beaucoup de rapidité, beaucoup d'adresse, beaucoup d'équilibre pour se maintenir sur le pont. Et donc, je pense que c'est vraiment important de beaucoup t'entraîner au sextant pour arriver à descendre le soleil très vite. Et ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il faut avoir fait au moins 2000 visées. Au bout de 2000 visées, on commence à avoir l'œil. Et vraiment, pour les hautes latitudes, c'est important, parce que ça n'a rien à voir avec la mer de l'Alizé, par exemple, qui peut être déjà une belle mer, mais qui n'a pas le côté chaotique de l'océan austral. Et donc, franchement, moi, j'ai pensé aux gars du GGR quand je naviguais, parce qu'ils étaient là, je le savais, et je me disais, pour faire tout ça au sextant, c'est pas évident, quoi. Et ça prend du temps, en plus. Ça prend du temps.
Parce que quand tu fais de la navigation astronomique, tu fais toujours ton estime. Tu es obligé de faire ton estime. Et donc ça, c'est très bien de toute façon de faire son estime. Mais ça fait que Enfin, moi, au Sextant, je passais le suivi journalier de la nave, ça me prenait au moins 1h30, tu vois, sur les 24 heures. Pour bidouiller tes petits machins, faire ton estime et tout ça, quoi. Plus les visées qui peuvent prendre beaucoup de temps parce que parfois le soleil, il apparaît entre deux nuages quelques instants, donc tu passes beaucoup de temps dans le cockpit à attendre, avec ton sextant à la main, à attendre que le soleil et l'horizon veuillent bien se présenter en même temps. Hein, et donc ça, c'est... Voilà. Et puis je te conseillerais aussi de prendre 2 sextants, au moins 2, et peut-être sur les 2 d'en prendre un en plastique, même si c'est moins précis, mais par rapport aux difficultés d'observation qu'on a, c'est négligeable, parce qu'un sextant en plastique, quand il prend un paquet de mer, c'est pas très grave. Tandis qu'un sextant métal, il va s'oxyder, les miroirs vont s'abîmer, alors que les sextants plastiques, ils ont des miroirs de salle de bain, comme on dit. Donc, bon, si ça abîme, c'est pas très grave. Voilà, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, Pierrot. Et je dirais même prends au moins 2 sextants plastiques de la même marque, de manière à pouvoir interchanger les pièces au cas où ça peut arriver. D'autres questions? Alors moi, c'est pas vraiment une question que je voudrais vous poser. Et je m'excuse d'abord parce que je suis très émue depuis 2 jours, mais depuis aussi 1 an, de vous suivre. Et je voulais vous remercier de ces moments de partage, de solidarité, d'humanité, et de vous dire que vivre ces rêves, de les avoir partagés avec vous et de nous avoir fait rêver, voilà, je voulais vous dire un grand merci. Merci beaucoup. C'est aussi pour ça, merci de nous avoir suivis, comme dit Alain. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a aidé de savoir qu'il y avait des gens pour qui on pouvait peut-être représenter un petit peu quelque chose. D'autres questions, d'autres réactions? Véronique. Et après? Ah, ça c'est une bonne question aussi. Attends, on la refait, s'il te plaît. Et après, Samir, Thierry. Après. Je pense qu'après après ça, je serai déjà absent pas mal de mois par rapport à la famille. Donc il faudra que je récupère quelques points que je suis en train de perdre actuellement là. Donc ça sera peut-être un bateau plus grand et j'embarque tout le monde pour un bon tour. Peut-être j'aurai quelques points en plus. Après, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on gère le après? Tiens, David. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est vrai que le tour, c'est un... Quand on boucle le tour, on vient d'abattre un gros rêve. Et derrière, c'est un petit peu le désert. On se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Enfin, retrouver... Alors en ce moment, moi, je me sens un petit peu dans la période, c'est la plaine. J'ai passé la montagne, et c'est un peu la plaine. Alors... je sais que j'ai prévu de refaire un petit tour atlantique, mais c'est ludique. Et en me disant, il y a une nouvelle idée qui va revenir. Je pense que de toute façon, je vais retourner dans les mers du Sud. J'ai envie d'y retourner. Avec escale, sans doute. Ou pourquoi pas sans escale, mais il faudrait que ça soit différent. Soit un autre bateau, soit dans un autre contexte. Mais c'est vrai que tout de suite derrière le tour du monde, c'est un petit peu déstabilisant. On est un petit peu... Enfin, je me sens un petit peu... on va voir quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai que bon, c'est pas évident. Juste derrière, c'est pas évident. Oui, le et après comporte plusieurs aspects. Il y a l'aspect technique, financier et physique également. C'est-à-dire que je pense qu'on est une grande majorité de gens qui ont une certaine expérience de la vie maintenant. Et donc ça ne va pas au niveau motricité, ça allait en s'arrangeant. Ce qu'il faut, c'est réadapter ces projets par rapport à ça. Moi, je sais que personnellement, j'ai 67 ans. J'envisage de naviguer jusqu'à temps que je ne puisse plus monter en tête de mât en navigation. Là, je pense que j'arrive au bout justement de ma longue route. Et je redescendrai du mât, je le coucherai et je ferai. J'ai l'avantage, je pense que je suis le seul participant
avoir un dériveur intégral. Tous les autres bateaux sont des quillards. Et donc, cette conception de bateau va me permettre de faire tous les canaux d'Europe, pépère, avec une timonerie intérieure et tout, mais ça sera toujours sur mon bateau. Je suis sur mon bateau, je vis sur mon bateau depuis maintenant 33 ans. Et je veux que je l'emmène jusqu'à sa retraite. Donc la retraite étant repoussée d'année en année, je la repousse également pour lui. Et après, Sébastien. Bon, pour moi, je pensais pas que ça allait se finir comme ça, donc mes projets sont un peu chamboulés. Je vais mettre entre parenthèses ma vie de navigateur pour reprendre celle de constructeur. Donc je vais me lancer dans la construction d'un nouveau bateau pour repartir le plus rapidement possible. Et en plus, il insiste. Et après Olivier. Francis, pardon. Non, ben le après, moi j'avais commencé un tour du monde en 2015 et qui avait été arrêté par la maladie. Et je souhaite continuer ce tour du monde, classique, hein, et me retrouver surtout dans le Pacifique, avec voilà, ma compagne, les chats, parce que maintenant il y a 2 chats. Et donc profiter pleinement, parce que, comme l'a dit David, le retour chez les terriens, déjà c'est difficile, hein, au bout de 10 mois, et là on est encore dans le vague, et en tout cas en ce qui me concerne, j'ai envie de reprendre la mer. En fait, je pense que vous l'avez tous compris, vous l'avez tous entendu, naviguer c'est une drogue. Alors, à vous, une drogue dure. Alors à vous de savoir si vous allez tomber dedans ou pas. Mais c'est difficile à soigner après. En ce qui me concerne, il y a 2 choses différentes. Enfin, il y a le côté bateau. Sur le plan bateau, moi j'aimerais bien, un petit peu comme David, il y a le fait de besoin de se remettre dans un nouveau projet. Donc pour moi, je pense que ça prendra un petit peu de temps, surtout qu'il faut que je reconstitue un peu de finances et tout ça. Mais j'aimerais bien retourner dans l'océan austral parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort comme expérience et ça me plairait si j'en ai la possibilité d'y retourner au moins une fois, mais peut-être en faisant des mouillages parce que dans la longue route, on s'arrête jamais et on passe près de la Tasmanie, on passe près de la Nouvelle-Zélande, on passe près de la Patagonie et on s'arrête pas. Et c'est quand même dommage, quoi, parce que c'est des endroits magnifiques et que j'aimerais connaître. Si j'en ai la possibilité, j'aimerais bien refaire un voyage dans ces zones, mais sur ce mode-là. La deuxième chose que je voulais dire, c'était que, en ce qui me concerne, parce que ça, je crois que c'est chacun vit les choses à sa façon, j'avais ce rêve de faire la longue route depuis très très longtemps. Et ça m'a porté dans ma navigation toute ma vie, parce que j'ai toujours j'aimais naviguer tout seul et j'ai beaucoup navigué tout seul et je pensais toujours à ce voyage au fur et à mesure de mes navigations. Et le fait d'avoir eu la chance de pouvoir terminer, parce que je pense qu'il fallait avoir un peu de chance pour pouvoir terminer sans escale, parce que j'aurais très bien pu avoir, comme d'autres, avoir un problème technique qui aurait fait que j'aurais dû m'arrêter. Donc j'avais tout fait pour ne pas avoir à m'arrêter, mais il faut toujours un petit peu de chance dans ce genre de projet. Donc, ce que je voulais dire, c'était que j'ai eu la chance donc, de pouvoir le faire. Et le fait de pouvoir le faire, ça m'a un petit peu... Parce que quand on a un grand rêve comme ça, à la fois ça vous porte, mais ça pèse un peu sur la vie. Et ça empêche un petit peu d'être disponible pour d'autres choses qui n'ont pas forcément un rapport avec la navigation. Et donc, quelque part, ça m'a... Enfin, je dirais que le voyage, ça m'a libéré, dans un certain sens, et ça m'a apaisé aussi, parce que j'avais l'angoisse de ne pas être à la hauteur, toujours. Et bon, j'ai toujours l'angoisse de ne pas être à la hauteur, parce que c'est pas parce qu'on a réussi une fois qu'on sera à la hauteur la deuxième fois. Hein. Ça, c'est la mer, elle nous apprend ça très bien. Mais néanmoins, ça m'a quand même apaisé, et ça m'a
ça m'a donné aussi une forme de, je pense, un petit peu plus de sérénité pour aborder la vie, mais dans tous ces secteurs, et pas forcément en rapport avec le bateau, en fait. Merci Pierrot. Je crois que c'était des mots puissants, effectivement. D'autres questions? Bonjour à tous. Bravo, merci pour les partages que vous avez pu nous faire vivre, malgré qu'on soit dans notre canapé. Une question toute simple. Et si c'était à refaire? Comme ça? Comme ça? Ben, et si c'était à refaire? Tout le monde repart? Tout le monde repart, hein, je crois que tout le monde repart. Hein? Même toi, même Guy-Marie. Ouais, moi je repartirais, mais avec un confort financier derrière, quoi. Donc je suis pas prêt de repartir. Oui, pareil. Bon, je repartirai, mais avec une préparation un peu plus longue et sérieuse, et plus près de mon bateau. Habitant la montagne et m'étant préparé très tard, le bateau manquait un petit peu de préparation. Voilà. Mais ce plaisir égoïste et magnifique des mers du Sud, je le reprendrai avec plaisir. Oui, ben, je crois que on pourrait presque tous dire que on repartirait, parce que sinon ça serait un peu renier ce qu'on a fait, quoi. Donc, ouais, je repartirai, bien sûr, mais je suis déjà parti. Ouais. Et puis Manu, on sait que tu n'es jamais revenu, donc... Credo che sia stato già detto, anche se non ho capito bene tutto il francese, ma questa è una droga da cui non ci si stacca più. E quindi io ripartirei domani mattina, possibilmente con la barca di un altro. Così la mia la tengo da parte. Et donc ça a déjà été dit, mais effectivement c'est une drogue et je repartirai demain, mais plutôt avec le bateau de quelqu'un d'autre, parce que ben, j'ai peur de casser le mien, parce que j'en ai qu'un. Une autre question? D'autres réactions? Non? Bonjour, merci pour tous vos témoignages. Je me demandais, peut-être la question a été posée plus tôt, mais est-ce qu'il y a une taille minimum pour faire, je parle du bateau, pas de la taille du skipper, pour se lancer dans une aventure comme celle-ci, ou est-ce que, je sais pas, avec un bateau de 6-7 mètres, on va dire le standard de le bateau de plaisance, bien équipé, bien pensé quand même, mais est-ce que, voilà, est-ce que ça vous semble envisageable? Merci. Alors, en taille de skipper, je peux vous garantir que souvent être grand est un inconvénient dans les bateaux. Voilà. J'ai quelques bosses et quelques trous dans le crâne qui peuvent l'attester. En taille de bateau, en tant qu'organisateur, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait des bateaux. J'aurais pas aimé qu'il y ait trop de petits bateaux. Je dois dire que quand je voyais arriver des candidatures de bateaux de moins de 30 pieds, je freinais les 4 fers, même si, dans l'histoire, même si il y avait Alessandro Musso, je crois, si je ne me trompe pas, qui avait été validé avec un bateau qui était une réduction aux 2/3 de Tamata, le dernier bateau de Bernard Moitessier. Et donc ça fait un bateau de 7,80 m. Mais c'est un bateau en acier, très lourd, qui n'oserait pas sans doute aller très vite. Et là, on rentre dans la problématique de la gestion de l'eau et de la nourriture. Et le gros du problème, il est là, c'est comment embarquer assez d'eau et assez de nourriture pour survivre. Alessandro Di Benedetto, qui est aussi italien d'ailleurs, avait modifié son 6,50 m, son mini, jauge mini 6,50 m, pour faire le tour du monde. Il l'a complètement modifié. Et il a fait un tour du monde non-stop sur un bateau de 6,50 m. Voilà. Et Jean-Luc, je te passe la parole, tu as peut-être des mots à dire là-dessus. Oui, là, le dernier qui a fait un tour du monde par les 3 caps comme eux, c'est un Polonais sur un Maxus 22, donc un bateau de série, un bateau construit en Pologne.
plutôt fait pour naviguer sur des lacs d'ailleurs, et il a fait un tour formidable. On n'a pas entendu parler tellement en France parce qu'il est parti de Plymouth, et il est revenu à Plymouth, c'était l'année dernière, donc je suis allé l'accueillir, et il avait mis 220, je sais plus combien, 22 jours. Donc il avait embarqué de la flotte, il avait embarqué 600 litres d'eau, et une fois arrivé au Cap Horn, il s'est rendu compte qu'il n'en avait pas bu le tiers, donc il avait balancé le reste, et puis il est remonté comme ça. Il a fait le tour avec un seul jeu de voile, il avait un autre jeu de voile en sécu, et son bateau était nickel à l'arrivée, quoi. Donc oui, des petits bateaux qui font le tour, ça existe, comme on le disait avant, c'est de la préparation, quoi. Le gars, il avait déjà fait un tour du monde par les alizés, hein. Avant, il connaissait bien le bateau, pour la petite histoire, il va débarquer maintenant sur le circuit des mini, donc ceux qui s'intéressent un peu à la classe, ils peuvent le suivre, il risque de dépoter un peu. Voilà. Oui, tout à fait, merci Jean-Luc de cette précision. Effectivement, c'est un problème de préparation, c'est pas tellement un problème de... Tous les bateaux peuvent faire tous les voyages, je pense, mais pas forcément tout le monde et pas forcément préparé n'importe comment. Bonjour à tous et merci pour votre exploit. Moi, je vais gérer tout ce qui est nourriture, eau, et il y en a qui avaient des salinisateurs, d'autres de l'embarquer, lyophilisé, vous avez pêché. Question technique de nouveau, Manu. Je pense qu'il y a beaucoup de cas différents, donc techniquement parlant, il y a ceux qui ont récupéré de l'eau douce, Personnellement, j'avais un petit dessalinisateur, un petit qui fait 5 litres à l'heure et qui consomme 4-5 ampères, donc qui en pleine journée, même dans les zones sud, fournit assez d'électricité avec un panneau solaire pour fonctionner 1 heure par jour, ou 1 heure et demie, ou 2 heures s'il faut, c'est pas... Et donc j'étais autonome au niveau de l'eau avec un tampon d'eau de 300 litres dans la quille qui, au cas où, une défaillance justement du dessalinisateur, ces 300 litres d'eau d'avance me permettraient de rejoindre quelque chose ou de continuer, et je pouvais récupérer de l'eau douce aussi. Donc il y a plusieurs alternatives. Et en ce qui concerne la nourriture, pour la nourriture, il y a effectivement le lyophilisé. Le lyophilisé, ça a l'avantage d'être léger, mais c'est cher, quoi. C'est cher, et c'est pas... Personnellement, j'aime bien manger, c'est pas très... Je trouve ça pas terrible. Et donc moi j'ai opté par choix, et par un choix pécunier, enfin au niveau monnaie, quoi, pour la conserve. Voilà, donc beaucoup de conserves, et pour garder du frais, du vivant, j'ai en permanence, et ça je le fais depuis, donc ça marche, je le fais depuis des années, je fais germer des graines tout le temps. Dans le sud il fait un peu plus froid, c'est un peu plus délicat, donc elles sont enveloppées, mais j'ai fait germoire, mais beaucoup, quoi, sont enveloppées dans des couvertures en polaire, ouais, ça marche très bien, ça marche très bien, ça fait du vivant toujours en permanence. Il y a des vitamines dans les conserves, il y a un peu pas de lyophilisé, mais du déshydraté que j'ai fait moi-même avec un appareil à déshydrater, du citron, quelques légumes, comme ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau de temps en temps de sortir quelque chose comme ça. Voilà, c'est finalement assez simple. Je crois que le plus difficile, c'est de connaître sa consommation et ses goûts, l'évolution de ses goûts avec le temps, quoi. C'est-à-dire peut-être quelque chose qu'on aime au départ, au bout de 3 mois, on peut plus. Donc c'est ce dosage-là, d'arriver à aimer tout ce qu'on a à bord, arriver au bout en aimant toujours ce qu'on a à bord et varier, quoi. Voilà, bon, c'est ma vision à moi. Pierre, moi. Oui, moi j'ai toujours prôné que pour naviguer, il faut savoir cuisiner. Donc c'est la navigation vient après. Et donc j'ai fait un mélange de lyophilisé, de conserve et de produits de base, avec les lyophilisés, des bases de lyophilisé, pas des produits tout faits.
Donc j'ai reconditionné, on trouve tout ça dans le commerce, et ça permet de varier, pas à l'infini, mais dans une grande proportion les repas, et surtout d'apporter toutes les vitamines, comme le ferait l'apporte, à presque 100% pour le lyophilisé. Voilà. Donc j'ai grossi de 4 kilos pendant le voyage, donc j'ai bien mangé, il n'y a pas eu de problème. 4 kilos, on les voit pas. Hein. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, deux dernières questions. Oui, bonjour. J'ai bien compris que le citron lyophilisé, c'était pour l'hydrater avec du rhum, peut-être, non? Je sais pas. Un petit punch, tout ça? Non, ça marche, mais en l'occurrence, non. C'est une prétention. Donc, je voulais poser une question, à savoir, quand on a fait le 3e cap, bon, on prend à gauche, on remonte. Est-ce que certains d'entre vous auraient voulu continuer le tour? Bonne question. Déjà, Suzanne l'a fait, que Suzanne a continué. C'est vrai qu'elle n'est pas là aujourd'hui, elle est en mer, elle est quelque part entre l'Australie et l'Afrique du Sud, puisqu'elle a continué, elle m'a prévenu un petit peu avant de passer le Cap Horn qu'elle continuerait, et elle a continué après, elle a repassé Bonne-Espérance. Elle est retournée en Tasmanie, elle s'est arrêtée en Tasmanie parce qu'il y a des amis simplement, et elle s'est arrêtée là. Elle est repartie à la fin de son visa australien pour aller en Nouvelle-Calédonie, où elle a passé une dizaine de jours, et puis elle est repartie à destination de l'Afrique du Sud, en passant là par le détroit de Torres et les endroits suffisamment chauds. Je crois qu'elle n'aime pas trop la chaleur et elle a souffert dans le détroit de Torres. C'est les dernières nouvelles que j'avais eues, et là elle est en route pour l'Afrique du Sud. Voilà. Concernant vous, est-ce qu'il y a eu des envies de... Alors, est-ce qu'il y a eu, parmi nous, est-ce qu'il y a eu des envies de continuer? Je crois que tout le monde avait des impératifs, soit de travail, soit de famille, pour revenir. Et personne, en tout cas, ne s'est manifesté auprès de moi comme ayant envie de pouvoir continuer. Ou alors, ils l'ont bien caché. Ou alors, ils sont peut-être pas encore... ceux qui l'avaient, ils sont peut-être pas encore partis. Pierrot? Bah moi, j'avais pas assez de nourriture pour continuer, parce que j'avais vraiment chargé la nourriture pour 245 jours et je ne pouvais pas en prendre plus, donc c'était le premier problème. Et le deuxième problème, j'y ai pensé parce que, bien sûr, comme tout le monde, j'étais fasciné par le fait que Moitessier continue, etc. Alors on se pose quand même la question, est-ce qu'on va faire comme lui? Est-ce qu'on va... Mais bon, quand on fait du bateau, de toute façon, on est quand même en face de soi-même et on sait très bien qu'on est qui on est et qu'on n'est pas quelqu'un d'autre, et qu'on n'est pas Bernard Moitessier, pour plein de raisons. Je crois que Bernard Moitessier, il le dit lui-même dans la longue route, il n'avait fait que passer en Europe, c'était pas son pays. Bon, je pense d'ailleurs que... donc il avait sa propre problématique pour continuer, et je savais très bien que c'était pas la mienne. Donc ça, c'est une première chose. Et même si je pense que le voyage m'a quand même changé, mais pas sur son mode à lui. Et la deuxième chose aussi, c'est que sur le plan sportif, ça me semblait extrêmement difficile. Et je pense que pour lui, ça a été extrêmement difficile. C'est assez... Si on lit la longue route, on voit qu'il en parle très très peu. À partir de Bonne-Espérance, le deuxième passage dans l'autonostrade de l'océan Indien, il en parle très très peu, et à mon avis, ça a été très très dur sur le plan sportif. Et moi, je me sentais, après le Cap Horn, je me sentais quand même assez fatigué, j'avais du mal dans les manœuvres, etc. Et je ne me sentais pas capable de le faire physiquement. Après le 3e cap, moi je pense que j'ai jamais eu envie finalement de continuer. J'avais envie de revenir pour boucler quelque chose, et puis surtout pour retrouver mes proches. Parce qu'en fait, à terre, ma compagne, elle m'attend depuis 8 mois. Il y a plein de gens qui font aussi des sacrifices pour qu'on puisse le faire.
Et dans mon cas, moi, j'étais vraiment content de rentrer, de boucler le tour et de retrouver mes proches, tout simplement. L'autre aspect du syndrome, pour continuer un petit peu la réflexion là-dessus, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'après le 3e cap, on se dit, bon, il n'y a plus que l'Atlantique à remonter. Donc c'est fini, l'aventure est finie. Il reste encore 25% de la route à faire. Et la remontée de l'Atlantique, ça peut être long, ça peut être dur, ça peut être difficile. Il y a eu des cas connus de remontée de l'Atlantique où ça se passe mal et où on peut encore casser. Et voilà, donc dans l'un des cas comme dans l'autre, qu'on continue vers l'est ou qu'on remonte, de toute façon, c'est pas fini. Et il faut arriver à anticiper ce temps-là. Je crois que Pierrot, t'étais parti avec 245 jours de nourriture. T'étais gonflé, mon gars. Bonjour, la notion de plaisir égoïste a été évoquée tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si la navigation vous amène à des réflexions un peu plus universelles. Et comment vous revenez? Est-ce que le plaisir égoïste est suffisant pour faire ce que vous faites? On a déjà un petit peu évoqué ça tout à l'heure, mais est-ce que quelqu'un veut revenir là-dessus? Gilles? Je prends le micro philosophe. Voilà, c'est moi qui ai parlé plaisir égoïste. C'est effectivement un plaisir égoïste de naviguer sur son bateau et de faire corps avec la mer. Mais cela n'empêche pas, au contraire, d'avoir finalement un chemin de solitude, une solitude un peu volontaire qui va nous faire beaucoup de réflexion et qui va nous faire revenir avec beaucoup plus d'empathie et d'ouverture sur le monde. Et c'est très intéressant d'utiliser cette solitude pour le retour. Voilà.